quand même se demander pourquoi, hein. Les gens oublient toujours de se poser la question pourquoi. Remarquez, ça peut être une qualité comme ça peut être un défaut. Ce qu'il y a de bien avec les opinions tranchées, c'est que ça relance le débat. En soi, vous êtes une sorte de provocateur. Question de point de vue, l'émission qui traite de la contre-culture, des alternatives, des transformations sociétales, passe sur Radio Pulse le lundi soir entre 20h et 21h. La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment, vraiment plein le cul. Et bienvenue sur Question de point de vue, l'émission qui parle de contre-culture, d'actualité, d'alternatives citoyennes, de toutes ces petites choses du quotidien que l'on voit ou que l'on ne voit pas. Et nous sommes toujours sur notre thème spécial Fight Club, donc le mois consacré à l'œuvre originale de Chuck Palahniuk et à la réalisation de David Fincher. Et aujourd'hui, nous allons accueillir Quentin Duval, qui est... Bonjour. Bonjour. Quentin, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi ? Ouais, je m'appelle Quentin, j'ai 28 piges et je suis libraire. Et Ok. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. Ok. Les livrés à où ? À Caen, au Brouillon de Culture. Je fais un peu de pub au passage. Non, t'as raison, il faut. T'as le droit de le faire. Et dis-moi, comment ça s'était venu l'idée de devenir libraire, enfin... De devenir... c'est un peu par hasard en fait. Moi j'ai raté la fac, tout ça. Et puis après, je bossais dans l'imprimerie où bossait mon père. Et puis j'en avais marre de faire les 3-8. Alors j'aimais bien les livres quand même. Alors j'ai fait libraire. C'est cool. Ok, ça marche. Et du coup, on va parler de Fight Club. Donc t'es quelqu'un qui est relativement concerné par l'œuvre en elle-même. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle mesure ? Dans quelle mesure ? C'est-à-dire que je crois qu'on a vu le film à peu près à la même période, toi et moi, au lycée quoi. Lycée, ouais. Un peu avant moi. Ouais, moi, tu nous as initié à Fight Club plus c'est que ça, l'inverse. moi, un peu avant, peut-être fin collège, enfin bref. Et moi, ça m'a touché, quoi. Et c'est un film qui m'a tout de suite, qui m'a tout de suite plu, ça m'a botté directement. Et voilà. Et du coup, c'est ça. Et puis après, j'ai lu les bouquins et la BD, enfin tout ça. Voilà. Ok, ouais. Jamais lâché. T'es complètement à jour sur l'œuvre, quoi. Ça va. Alors, on va commencer par les premières questions sur le thème de Fight Club. Comment est-ce que tu vois l'œuvre de Fight Club dans son intégralité ? Donc je parle pas que du film et compagnie, quoi. Ouais. En fait, là, il faudrait plus considérer l'œuvre de Palahniuk, en fait, ou de Palahniuk, je sais jamais comment on dit. Là. Je crois que c'est Palahniuk, ouais. Palahniuk, ouais. Et il faudrait plus la considérer, elle, dans son ensemble, plutôt que Fight Club, qui est... en fait, l'œuvre de Palahniuk, c'est pratiquement tout a un rapport avec Fight Club. Enfin, on peut mettre tout en rapport avec Fight Club, que ce soit les nouvelles, les contes, ce qu'il a fait il n'a pas fait de la musique, mais genre des trucs sonores et tout. Voilà. Et tout a un rapport avec ça. Enfin, je veux dire, lui, toujours dans une espèce de contre-culture excessive, quoi. Il est dans un truc très punk, très... Voilà. Je sais pas si t'as lu Survivant, mais le bouquin, il est génial. Il a le même degré de narration qu'on peut retrouver dans Fight Club, quoi. Alors moi, je l'ai lu, mais il y a assez longtemps. Et du coup, je m'en souviens très très peu. Et moi, je me souviens surtout que la traduction est un peu dégueu. Et voilà. Okay. Mais sinon, à part ça, ouais, ça reste sur le même ton et c'est vraiment... c'est un mec qui va jusqu'au bout de ses idées, quoi. Et ça, pour ça, c'est super cool. On crachera pas sur la maison d'édition, mais c'est vrai que les traductions sont pas top. C'est pas... Même Fight Club en lui-même est pas hyper bien traduit. Enfin, le film, par contre, est super bien traduit, je trouve. Mais, voilà. Je le préfère même en français. Mais... C'est pas les mêmes moyens. Non, voilà, c'est ça. Alors, quelle est la dimension de l'œuvre qui t'a le plus marqué ? Je pense que... Après, ça dépend. Enfin, ce qui m'a le plus marqué maintenant ou la première fois que je l'ai vu. Tu peux répondre aux deux questions en même temps. La première fois que je l'ai vu, je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est la violence, quoi. Tu vois, parce que c'est un truc, tu sais, je dois avoir 15-16 ans, tu vois, t'aimes bien les trucs un peu virils, enfin, je sais pas comment dire. Ouais, et puis, trucs un peu dark, quoi, tu vois, des mecs qui se battent dans les caves et le côté gothique, quoi. Ouais, voilà. Un peu, et puis, ce qui m'avait marqué, surtout, même au tout début, enfin, vraiment, au premier visionnage, c'est l'humour, quoi. L'humour de Fight Club, l'espèce de truc grinçant, tu sais, l'espèce d'aphorisme de Jack, de Jack ou de... On sait pas trop, d'ailleurs. Voilà, tout ça, moi, c'est plutôt ça qui m'avait marqué, quoi, au premier visionnage. Ensuite, je crois que c'est la charge politique et philosophique du truc qui m'a vraiment
qui va vraiment passionner. Enfin, passionner, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, enfin, je sais qu'on a eu toi et moi et d'autres copains du lycée, on a eu des discussions genre hyper foisonnantes autour du sujet. Et même un peu plus d'ailleurs. Oui, effectivement, ouais. On rentrera pas dans les détails. Non, pas trop. Et voilà, et je crois que c'est un truc qui nous a tous marqués, et j'ai l'impression que c'est un peu générationnel. Je crois que les mecs ont plus ou moins notre âge, là, à l'heure actuelle, ils ont tous vu Fight Club, et les mecs et les nanas, hein, évidemment. Et après, je crois que c'est un film, mine de rien, qui touche plus les mecs que les nanas. Alors c'est un peu dommage. Ça, on en parlera plus tard, peut-être. Mais... Non, mais détrompe-toi, parce qu'on a fait une soirée le week-end dernier. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que je te rejoins complètement sur le côté générationnel, mais pas forcément sur le côté homme-femme. Ah ouais ? Ouais, parce qu'on a fait un débat à un moment donné, on était une vingtaine, trentaine, un truc comme ça, et tous ceux qui avaient entre 92 et 88, tous fans de Fight Club, quel que soit le genre, etc. Ah oui, qui étaient nés entre 80... parce que je crois que tu parlais de 88 et 92 ans. Ah ouais, non, ça peut-être un peu large comme public, quoi. Et par contre, tous ceux qui avaient en dessous de 92, donc toute la génération 93, 94, 95... Ouais. Ah ouais, c'est sympa, c'est comme American Historics. Ouais, parce qu'il y a Norton non. Mais c'est un peu compliqué, mais c'est aussi Fight Club, c'est le premier film, je crois, enfin à mon sens en tout cas, parce que c'est 99 la date de la sortie, et c'est vraiment le premier film où américain, en tout cas, je parle pas des films allemands ou des films russes, etc. Voilà, mais le premier film blockbuster, en tout cas, qui annonce une critique directe, en fait, sans passer par des métaphores, des trucs, ou par la science-fiction, tu vois. Et c'est le premier film qui adresse une critique directe au capitalisme, au consumérisme, etc. Et ça, c'est assez marquant pour notre génération, quoi. Une génération, ça, c'est un ressucé... tu vois, mais c'est une génération on n'a rien vécu, on n'a pas vécu mai 68, on n'a pas vécu la guerre et tout, tu vois. Et nous, après, Fight Club le dit mieux que moi, en fait. Ouais. Finalement. Ouais, mais tu le dis très bien avec tes mots. Tu classerais plutôt le film dans quel genre ? Est-ce que pour toi, c'est un film d'action, c'est un film de société, c'est un film d'auteur, c'est... Un film d'auteur, ouais, évidemment. Pas auteur style Les Frères Dardenne, ce que nous, en France, on appelle le film d'auteur, mais c'est un film de réal, ouais, ça c'est clair. Tu vois, c'est un film Fincher, quoi. C'est intéressant de ce point de vue-là, parce que la plupart des gens disent que c'est un film d'action, quoi. C'est, quand on pose la question, moi, je l'aurais même pas classé en film d'auteur ni film d'action, j'aurais même classé en film de société, tu vois, de mon point de vue, quoi. Non, mais en fait, il est plusieurs trucs à la fois. C'est-à-dire que pour moi, c'est définitivement pas un film d'action. Ça, c'est clair. Parce que en fait, même la réal est pas foutue comme ça, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est film d'action, t'as un déroulé narratif simple, c'est présentation du héros, c'est le truc... Joseph Campbell, le héros mis de visage, tu vois. Et tu vois, pour moi, un film d'action, c'est ça, même s'il y en a qui sont un peu plus élaborés, mieux faits, etc. Et je trouve qu'il est pas foutu comme ça, le film, en fait. Pour moi, c'est un vrai film d'image, tu vois. Et Fincher, il fait ça, tu vois. C'est un mec qui travaille énormément en post-prod et tout, donc c'est un mec qui est amoureux des images, quoi. Tu vois. Et donc, un film de... Et puis, il y a des belles trouvailles au niveau des plans. Enfin, après, là, on parle de cinéma, hein, pas du tout de ce que raconte le film, tu vois. Mais il y a des super idées de plans au début. Après, on va pas entrer dans les trucs techniques. Ouais, mais si tu peux, au contraire. Hein. Et en fait, il filme avec des caméras 3D. Alors, je l'ai lu il y a pas longtemps. Je dis ça parce que je me la raconte, mais je l'ai lu il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps, il y a 1 an ou 2, quoi. Et il s'avère que ça donne, tu sais, le plan du début où... Enfin, pas du début, mais c'est quand même au début du film. Mais le plan où, en gros, la première fois qu'on voit Tyler... tu vois, avec les mecs dans la cave du bar, là, et cette espèce de plan qui tourne autour de la foule et à travers les murs. Ouais, avec un espèce de contre-plongée, quoi. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est tourné avec une caméra spéciale qui permet de faire ça. En fait, qui est pas censé faire ça, mais qui permet de faire ça. Donc, tu vois, il y a des belles trouvailles techniques et tout. Et Fincher, moi, c'est un réal que j'aime énormément. Enfin, tu vois, même ses autres films sont vraiment très, très bons, quoi. Enfin, ouais, je suis d'accord. Comment tu perçois l'impact culturel de Fight Club ? Parce que, bon, il y a eu Fight Club, là, maintenant, c'est devenu carrément une œuvre de la culture populaire. Ouais. Oui, non, mais c'est ça que je voulais dire. C'est que c'est un film d'auteur, mais c'est surtout un film de culture pop. Et ça, c'est hyper important, parce que c'est aussi la volonté de Palahniuk sur l'adaptation. Tu vois. Ah bah, complètement, ouais. D'écrire de la littérature populaire, en fait. Et du coup, c'est vrai que ton point de vue sur la question m'intéressait beaucoup, parce que notamment, Fight Club est en pleine résurgence, on va dire, quoi, notamment avec Mister Robot. Je sais pas si t'as suivi un peu la série. Non, j'ai pas du tout regardé, on me l'a conseillé plein de fois et tout, j'ai pas regardé. Apparemment, c'est très inspiré de Fight Club, mais... Pour moi, c'est clairement un reboot de Fight Club. Ouais, avec des hackers informatiques, sans spoiler, sans aller plus loin, quoi. Ouais, c'est les mecs qui veulent détruire le système bancaire, un peu sans bombe, mais avec des disques durs. C'est inspiré au point qu'il y a même des scènes qui sont du copier-coller, et que y a la même BO que Fight Club. Les Pixies, tu vois. Ouais, il y a les Pixies à la fin, de la première saison. C'est marrant.
Et ouais, non, clairement à regarder. Mais Ouais, bon. donc le mec s'en cache pas. De toute Ah façon, non, pas du plagiat, c'est clairement. c'est un hommage, quoi. C'est volontaire. C'est un hommage Ok. volontaire. Et puis ils font des hommages aussi à Orange Mécanique et ainsi de suite. Donc c'est un Et espèce film de grand. Définitivement un film d'auteur et de culture. Enfin, Exactement. Orange Mécanique aussi, quoi. Mais ouais, du coup, on se rend compte que Fight Club a un gros impact culturel. Toi, comment tu le perçois, ce truc-là, quoi? Ah, c'est un peu compliqué. En fait, le truc, c'est que, par exemple, en France, je vois à peu près quel impact il a pu avoir. Aux États-Unis, je sais pas trop. En France, je sais que, le film a été pas été très bien reçu par la critique, tu vois. Et ça, avant de faire l'émission, là, j'en ai relu, mais des trucs, moi, qu'à l'époque, j'avais déjà lu, les papiers de Libé, Télérama avaient carrément, eux, pas vu le film, tu vois, clairement, Ouais. tu vois. Je sais pas si tu te souviens de leur papier, il est affreux, quoi. De toute façon, les une critiques espèce sur de le ciné sont pas synopsis mauvaises. de l'histoire, tu sais, un résumé de l'histoire au début qui n'a rien à voir avec, c'est débile, quoi, tu vois. Et Libé qui avait fait un papier en mode ouais, Fight Club c'est un film de beauf, et bizarrement d'ailleurs, il fustigeait pas trop la violence, il disait que en gros la violence, le film était mou et dans son propos et dans sa réal, et que du coup il y avait même pas une bagarre cool à regarder, tu vois. Des trucs, voilà. Et je sais qu'en France, ça a été mal reçu par la critique, mais par le public. Il a eu un succès immédiat et ouf, quoi. Tu sais, vraiment ouf. Et l'impact culturel qu'il a eu, je pense que c'est de remettre au goût du jour peut-être le nihilisme, le style, tu vois, une sorte de situationnisme ou de nihilisme, tu vois. Et filer la niaque, quoi. Je pense à ceux qui le regardent et de se dire, putain, ouais, ce serait quand même pas mal de tout faire péter, quoi. Tu vois. Je sais que nous, c'est l'impact que ça a eu sur nous. Clairement, après, j'imagine que ça te touche à différents degrés, tu vois, évidemment, en fonction de tes acquaintances politiques, de ta socialisation, etc. Mais en l'occurrence, je crois que ça laisse personne indifférent, ce truc-là. Tu vois, le truc jusqu'au boutiste, nihiliste, tu vois. Voilà. Ok, nickel. Et ben c'est la fin de notre première phase sur Fight Club. Donc du coup, on va passer Daydream de Mr. Robot avec l'instru de Lupe Fiasco. Et on revient juste après. Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. Dirty
Et de retour sur l'émission Question de point de vue qui passe le lundi soir sur Radio Pulse. Et nous sommes sur notre émission spéciale Fight Club avec comme invité Quentin Duval, où on aborde du coup l'œuvre de Fight Club en elle-même, ses différentes idées qui sont exprimées dedans et les différents thèmes qu'a voulu aborder l'auteur ainsi que le réalisateur. Et donc du coup, on va aborder la question de la politique et de l'anticonsumérisme dans Fight Club. Et du coup, Quentin, vaste sujet. Ouais. Très grand sujet, ouais. Quel est pour toi le message que Fight Club véhicule, d'un point de vue politique ? D'un point de vue politique. Alors, voire sociétal ou sociologique. Ouais, c'est plus ça, parce que après ça dépend ce qu'on met derrière le mot politique, évidemment, tout ça, tu vois. Mais si, ça véhicule un message politique. Je crois qu'on a tous compris que c'était un message anticapitaliste, tu vois, et que là on peut pas se tromper là-dessus. Je pense qu'il y a, alors c'est peut-être la seule un peu critique que je pourrais faire à Fight Club. Il y a peut-être un moyen de confondre un peu, tu sais, l'esthétique du projet KO avec un groupe de faf, quoi. Tu vois, l'histoire de crâne rasé, paramilitaire, tu vois, tout le bordel. On en parlait d'ailleurs en préparant l'émission. Ça sonne plus skin que Banda Bader, tu vois. Et ça pour moi, c'est peut-être le seul truc un peu vulgose, mais après faut remettre ça dans son contexte, c'est-à-dire que nous on voit ça en tant que Français, tu vois, les Américains ils ont pas du tout ça en tête, tu vois, ils ont des skins chez eux, hein, c'est pas ce que je dis, mais tu vois, ils ont quand même, je pense qu'ils ont une autre approche des groupes politiques tu vois, c'est un pays qui a peur des communistes et donc qui leur mettent des communistes ou des anticapitalistes, tu vois, et donc qui leur mettent une esthétique voilà, comme ça sur la gueule, on a le droit de dire gueule, qui leur mettent cette esthétique-là, voilà, que Fincher les voit comme ça, en fait, ça me choque pas outre mesure. Après, et puis ça a aussi du sens, l'histoire des crânes rasés dans la charge politique, justement, tu vois, dans le fait de s'oublier, de s'uniformiser, etc. Tu vois, voilà. Est-ce que l'uniformisation, justement, est-ce que c'est pas quelque chose qui est plus proche, entre guillemets, d'un système fasciste qu'un système plutôt anticapitaliste, communiste, anarchiste et ainsi de suite, quoi. Et du coup, ça peut, en fait, mais je crois que c'est qu'une question d'esthétique, parce que, ça c'est un peu compliqué. Je pense, on en parlait l'autre fois, tu vois, tous les deux, et je me disais que, ça rejoint un peu, tu sais, l'histoire de la violence, tu vois. La violence dans Fight Club, elle est pas là gratos parce que t'as juste des mecs qui se tapent dans un truc, tu vois, c'est des mecs qui vivent dans une société qui est complètement aseptisée, qui prend pas soin d'eux, ou dans lequel ils s'oublient, ils sont, tu vois, et ils trouvent pas leur place, c'est des trentenaires un peu, tu vois, tous en frustration et sexuelle et plein de trucs, tu vois, mais frustration de la vie en fait, quoi. Et du coup, toi, t'as connu ça aussi dans n'importe quel groupe politique. Je veux dire, même si t'arrives pas dans cet extrême-là, quand tu rejoins un truc qui pour toi a un sens, tu vois, le sentiment d'appartenance à quelque chose, c'est hyper important. Tu vois. Ouais, ça prend quasiment tout le large. Et je crois que voilà, c'est pour ça que ça a du sens, c'est que c'est pas juste vulgaire pour être vulgaire, tu vois. Et que il y a un moment, ces mecs-là, ils se fondent dans un truc. Ils se fondent complètement dans un truc qui les attrape, quoi. Et donc du coup, alors. Évidemment, ça nous fait penser à l'uniformisation des masses, etc. Tu sais, la psychologie des foules, tout ça, des systèmes fascistes. Mais je crois en vrai que ça a un sens plus profond que ça, tu vois. Dans justement le terme le truc de l'oubli de soi-même, tu vois. T'as d'abord la violence pour récupérer son corps. Tu sais, moi, je vois ça comme ça en fait. D'abord la violence pour récupérer son corps, c'est-à-dire ne plus le laisser aux mains d'un système complètement fluide, tentaculaire et tout, tu vois, pour récupérer un peu l'animalité qu'on en soit. Et ensuite se dire, ok, maintenant qu'on a récupéré ça, qu'on a récupéré notre vitalité, notre force, tu vois, et ben on va la transformer en quelque chose de plus global. Ouais. Et donc la lutte, tu sais, contre le système bancaire et le projet KO. Mais pour ce faire, tu vois, il faut se réoublier au profit d'un autre système, tu vois, ou d'un autre de la révolution, tu vois. Tous les révolutionnaires font ça, tu vois. Les révolutionnaires, ils s'habillent comme les militaires, ils s'arment comme les militaires, ils travaillent comme les militaires, mais parce que ça a un sens déjà en termes d'efficacité et en termes de, tu vois. Donc je pense, et en termes de conscientisation, tu vois. Et donc je pense que après on est d'accord ou pas d'accord, hein, tu vois, sur ce fait-là. Mais je pense que c'est pas juste un truc vulgaire et aguicheur pour dire putain, vous avez eu le projet KO, c'est des faves ou je sais pas quoi. Ouais, je vois bien le truc. Parce que voilà. Ouais, je comprends.
Et donc, du coup, oui, la politique anticapitaliste, situationniste, tu vois, je pense que ça rejoint pas mal ça, tu vois, la révolution de tout de suite maintenant. En plus, ça se passe dans la ville, donc c'est assez deborien comme truc, tu vois. Ouais, c'est complètement urbain d'ailleurs, comme, Ouais, c'est comme complètement pratique ça, du ouais. militantisme. Ouais, c'est clair. C'est un militantisme que tu pourrais pas faire dans un village en campagne, par exemple, quoi. Ouais, c'est ce que. Ouais. Enfin, tu pourrais le faire, mais. Non, à mais, moindre non, mais échelle, je suis d'accord, mais en vrai, c'est la misère, elle s'exerce. Alors, elle s'exerce dans les campagnes aussi, mais dire la pression sociale, tout ça, ça s'exerce dans les villes. Et le fait est que, bon, les banques, enfin, tu vois, elles sont pas dans les villages de 500 habitants en campagne, quoi. Enfin, tu vois. Et donc, pour moi, voilà, je vois ça comme ça. Et après. Sous-jacent à ça, la charge philosophique de tout ce truc-là. Après, il faudrait rentrer dans les concepts, dans les détails de comment ça se finit, comment le livre se finit, comment le film se finit, etc. Enfin, donc c'est un peu long. Mais j'invite les gens à le regarder, du coup, tu vois, et à faire leur... Et à le lire aussi. Et à le lire, évidemment, parce que ça raconte pas réellement la même histoire, tu vois. Et je crois que voilà, la charge philosophique, c'est de dire que, en fait, tout est résumé dans vous n'êtes pas votre portefeuille, vous n'êtes pas votre compte en banque, tu vois, et si tu enlèves la fin, vous êtes la merde de ce monde, c'est juste, en fait, on te dit ça, tu n'es pas ça, tu vois. Et qu'à un moment, il faut arrêter, enfin, tu vois, faut retrouver un souffle vital, c'est... Moi, j'y vois un peu du Deleuze, du Foucault, du Debord, tu vois, la société du spectacle. Tout ça. Ouais, bah, dans la première émission qu'on a fait, on abordait Guy Debord, par exemple. Bah ouais, bah, ça a du sens. Alors, je l'ai pas écouté la première émission, donc peut-être que je redis des trucs. Tu l'as envoyé par mail en plus. Ouais, hein. je sais. Je l'ai pas écouté. Et bah justement, ça me permet de bien enchaîner, mais du coup, il y a une critique forte de la société de consommation dans Fight Club. Et quelle lecture t'en fais de cette critique de la société de consommation ? Est-ce qu'on est dans du boycott classique, comme on pourrait voir dans les pays anglophones, ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu plus prononcé, plus profond, quoi ? Bah, en fait, c'est pas, on peut pas assimiler ça à du boycott classique, même si, tu vois, t'as clairement des trucs identifiés, style Ikea, Microsoft, IBM, tu vois, ils en parlent même, tu vois, la Galaxy, tu sais, une espèce de plan 3D dans la poubelle, là. Qui est hyper intéressant d'ailleurs dans le livre et dans le film, parce que du coup, ils leur font à la fois de la pub et en même temps une contre-publicité, quoi. Ouais, genre, c'est ça. on parle de vous, mais vous êtes de la merde. Et je sais que j'ai lu un papier, là, il y a pas longtemps, parce que pour préparer l'émission, j'ai relu des trucs, quoi. Et les mecs disaient, ouais, mine de rien, il y a du placement de produits, et tu sais, en fait, c'est débile, parce qu'en fait, aucune marque paye pour avoir cette image-là, enfin, tu vois. Et c'est du coup, je sais que Fincher a dit, mais vous êtes malade, enfin, genre IBM et Coca, ils vont jamais payer pour dire aux gens que c'est du poison et que c'est des fumées, enfin, tu vois. Ouais, très bien. Enfin, bref. Et donc, du coup, c'est des critiques un peu faciles comme ça. Et oui, je sais plus où on en était, du coup, c'est... la question de la critique, savoir si du boycott, ouais, du coup, le boycott un peu, parce que voilà, il y a des trucs qui sont identifiés, mais je crois que c'est plus profond que ça, parce qu'en fait, bah, c'est le cinéma qui fait ça aussi, tu vois. T'as une charge émotionnelle, tu rentres en empathie avec le mec, et tu sens que c'est pas juste un mec qui aime pas, enfin, il te dit pas juste, ouais, tu vois, Ikea, c'est de la merde et tout. Le mec est content d'acheter Ikea, au départ, tu vois. Edward Norton, quand tu vois dans sa pub, il est heureux, il gagne du fric, enfin, tu vois. Enfin, il est heureux. En fait, il l'est pas, mais il est dans un cocon, tu vois. Et c'est ce cocon, à un moment, dont il veut se débarrasser, etc., tu vois. Mais il est dans un cocon, et tu vois, et donc il y a un truc qui fait appel à ce qu'on est aussi, nous, tu vois. Et tu sais, tu regardes ça sur ta télé, dans ton canapé, ou sur ton ordinateur que t'as acheté 700 balles, tu vois. Et tu te dis, bah merde, c'est un peu... J'irais même plus loin que ça, c'est pire que ça, c'est-à-dire il est pas heureux, et en plus, il achète des trucs dans l'espoir d'être potentiellement heureux. D'être comblé. En fait, c'est un mec qui est jamais comblé. Tu vois, c'est un compulsif. Tu vois, il a un rapport compulsif au truc, quoi. Et il s'en rend compte. Tu sais, il est détaché par rapport à ça. Tu sais, t'as toute la narration en voix off qui est absolument géniale, d'ailleurs, tu vois. Et t'as toute la narration en voix off il te dit pas direct c'est nul. Tu sais, il dit... J'ai ça, avec une voix, tu sais, complètement monocorde, un peu, tu sais, limite sarcastique, ironique, tu vois, en mode... Et voilà, après, c'est... Voilà. Et du coup, je trouve que ça va un peu plus loin que le pur boycott de I Love You Philip Morris, par exemple, enfin, tu vois. C'est un très bon film, en soi, tu vois, mais qui sort pas à la même chose, qui dénonce un truc, un processus, tu vois. Mais c'est pas juste ça. Du coup, le fait est que tu rentres en empathie pour le mec, et ça change tout, dans ton émotion à toi, enfin, tu vois. Voilà. Et ben du coup, comment tu penses que cette lecture justement de cette critique qui est faite de la société de consommation, comment elle doit inspirer selon toi les futures générations, quoi ? Comment ils doivent le percevoir ? Parce que c'est vrai que, comme tu le disais très bien tout à l'heure, nous on a été une génération où clairement quand le film est apparu, ça nous parlait directement, quoi. Et c'est vrai que maintenant les nouvelles générations, elles sont dans une société de la consommation qui est encore plus prononcée, notamment avec les smartphones, le numérique et compagnie. On n'avait pas ça, ouais. Et c'est vrai que du coup... Et du coup, on regardait les films déjà.
Du coup, on regardait des films déjà. Oui, qui changent tout. c'est vrai, on est d'accord, quoi. Et c'est vrai que les jeunes, enfin les plus jeunes, là, ceux qui ont peut-être une dizaine d'années moins que moi, ils regardent plus de films, quoi. À part c'est des trucs, enfin tu vois, les trucs à la mode, quoi. Tu vois, les espèces de blockbusters, tu sais, de l'humour français, là. Ils en regardent, mais ça devient encore un peu plus élitiste. Mais tu vois, non, mais je veux dire, il y a pas de, enfin, c'est con parce qu'on peut pas parler de génération comme ça. En plus, je déteste ça. Mais j'ai l'impression, en tout cas, que la cinéphilie est moins répandue, tu vois, et que tu consommes un film comme tu consommes autre chose et que t'as pas forcément l'esprit critique à viser. Voilà. Après, je dis pas toute la génération. Il y a évidemment des gens. Enfin, tu vois, bon, on peut pas généraliser sur une génération, tu vois. Mais c'est vrai que l'apparition du smartphone et tout machin, cette espèce de techno-cocon en fait, tu vois, dans lequel eux-mêmes ils sont, ça permet pas d'avoir le recul, tu vois, critique sur. Bah, si t'en fais partie de ce truc quelque part, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas avoir de recul là-dessus, quoi. Et donc, du coup, c'est un peu compliqué. Et en plus, eux, ils sont habitués à regarder des formats courts tout le temps, tu vois. Genre les petites vidéos YouTube, des courts-métrages, des trucs comme ça, tu vois. Et du coup, se caler devant un film de 2h15, voir, tu vois, un peu plus si tu prends la version uncut et tout, et d'aller voir peut-être après les commentaires du réal, les interviews et tout, tu vois. Et bah, c'est pas dans leurs habitudes de consommation, on va dire. Tu vois, nous, on était plus habitués à ça, je crois. Et si ça doit les inspirer, parce que ce film peut être inspirant, ça dépend comment on le regarde, tu vois. Si ça doit les inspirer, je pense que en fait, c'est un film qui dit réveillez-vous, quoi. Alors, il y a pas que Fight Club, il y en a plein. Enfin, il y en a plein. Oui, si, il y en a un certain nombre, mais il y a beaucoup de livres aussi qui le disent, tu vois. Et c'est réveillez-vous et vous laissez pas justement endormir par ce cocon dans lequel vous êtes, dans une espèce de cocon technologique de consommation confortable, tu vois. C'est ce qu'il dit à un moment Tyler Durden, c'est est-ce que tu sais ce que c'est qu'un duvet? Un endroit où tu peux dormir et tenir au chaud, tout simplement. Et pourquoi tu sais ça voilà, tu vois. Et en fait, ouais, c'est retrouver du sens dans ce que vous êtes, retrouver la vitalité, la force, tu vois, et dont vous êtes capable, et puis réveillez-vous, quoi. Faites quelque chose de votre peau parce que vous êtes en train de vous faire mettre, quoi. Alors, d'une part, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, et d'autre part, je pense aussi à un autre truc par rapport aux nouvelles générations, c'est que moi, je me souviens que quand on a vu Fight Club et quand on a essayé de s'initier, c'était déjà violent pour certains, tu vois, de se dire, ouais, mais là, maintenant, j'ai envie de consommer, j'ai envie de machin truc et compagnie. Je me dis, là, pour la génération qui viennent, par exemple, qui sont complètement greffés à leur téléphone portable, quoi. Leur dire demain, vas-y, jette ton téléphone portable, consomme utile et compagnie, c'est hyper violent. Le mec qui a acheté l'iPhone 10, là, il regarde Fight Club, le premier truc qu'on lui dit, c'est balance-le au chiotte, ton machin. Et est-ce qu'il va le faire? Pas sûr, il a payé ça le prix d'un loyer. Pire que ça se trouve, il regarde Fight Club dessus, en plus. C'est peut-être ça, en plus, tu vois. Mais en vrai, mais après, on était déjà, nous, dans cette contradiction-là. Tu vois, la réalité, c'est ça, c'est que, ok, on en parlait, on va pas rentrer dans les trucs, mais on a créé des mouvements autour de ça et tout, machin. Et après, on rentrait chez nous. Tu vois, on rentrait chez nos parents, et en vrai, tu vois, on était. Il y avait la télévision, le PC portable, il y avait tout ce qu'il y avait. Enfin, moi, j'avais pas ça, mais tu vois, parce que bon, j'avais pas de portable, j'avais pas de PC et tout, tu vois, à l'époque. Mais bon, tu rentrais quand même chez tes parents, on était des révolutionnaires de chambre. De chambre, ouais. Si je regarde salon, mais non, de chambre en vrai. Tu vois. Et du coup, on avait cette contradiction-là, mais en même temps, nous, on sortait, tu vois, dehors. Tu vois, je sais pas comment dire, eux, ils sont tout le temps à l'intérieur, tu sais, les yeux rivés sur leur téléphone, mais moi, ça me fait halluciner. J'habite en face d'un collège, en fait. Ils sortent dehors pour se mettre sur le banc et regarder leur smartphone. Ouais, c'est ça. Et même quand ils sont ensemble, ils ont des écouteurs, les mecs, ils se parlent avec leurs. Moi, ça me fait halluciner. Et enfin, moi, j'aurais trouvé que c'était un manque de respect absolu que quelqu'un écoute sa musique pendant qu'il discute avec moi, tu vois. Mais à notre époque, enfin, tu vois. Et nous, on sortait, on allait dans les parcs, et après, on faisait pas que des trucs très reluisants, tu vois. On buvait des bières et tout, mais au moins, on marchait beaucoup, on sortait, on s'en est que ça à foutre aussi, tu vois. Et puis, on avait pas de pognon, tu vois. Et voilà, donc t'avais un espèce d'esprit comme ça déjà on sortait de chez nous, quoi. Et puis du coup on n'était pas constamment dans le cocon qui soit familial, technologique ou etc. parce que ça n'existait pas, tu vois. Et donc du coup c'est compliqué, je pense, pour les générations à venir de se retrouver là-dedans. Même si je pense que le film, tu vois, ils vont le regarder, ils vont dire ouais, c'est un bon film et tout, tu vois. Et je pense que qu'il ait un impact comme ça aussi important qu'il a pu avoir sur notre génération, je pense que c'est compliqué. Mais je pense aussi, comme certains penseurs de nouvelles technologies, style Alain Damasio, tu vois, dont on parle régulièrement,
tous les deux, parce que c'est mon auteur préféré, au passage je le cite parce que c'est cool. Tu vois. Quentin a son deuxième placement de produit. Exactement. D'ailleurs, vous pouvez venir chercher au Brouillon de Culture. Enfin, tu vois. Troisième placement de produit. Subtil, très subtil. Et du coup, ce mec-là, il dit, mais de toute façon, et je suis d'accord avec lui, il y aura forcément un jour un sursaut. Parce que tu peux pas dormir toute ta vie, tu vois. Et donc, du coup, il y a toujours eu des sursauts dans l'histoire. Alors, les mecs sont malins, le capitalisme est intelligent, tu vois, ils s'adaptent aux sursauts, tu vois. Ils vont dire, ouais, mais ils vont inventer un nouveau truc, quoi, tu vois. Mais c'est ça, en fait. On est dans un espèce de techno-cocon, mais qui va pas suffire, tu vois. Et donc, du coup, qui comblera jamais les gens. C'est pas ça qui comble une vie, tu vois. Et je pense qu'à un moment donné, tout ça, peut-être, déjà, on va s'en lasser. Tu vois, ça sera plus à la mode, tout ça. Et peut-être que là, il y aura des trucs à faire, quoi. Moi, j'ai confiance, tu sais, les jeunes, ils sont pas plus débiles que nous, quoi. Non, ils ont pas la même vie, en fait. Surprises, en tu plus, vois. Hein, ils sont plein de surprises en plus. Hein. Ouais, mais c'est juste, ils ont pas la même vie que nous. Et tu sais, ça fait. Tu regardes toujours ça. Moi, j'ai pas envie d'être un vieux con, tu vois, et qui se dit, oh, putain, à notre époque, nous, on était des marxistes, tu vois. Moi, j'avais ma carte à la LCR à 15 ans, tu vois. Et les jeunes, ils militent plus, ils font plus de politique, il y a plus de journal au bahut, tu sais, dans le Péri Jeune. Il y a même plus de journal au bahut, tu vois. Et en fait, j'ai pas envie d'être ce mec-là. Tu vois. Ouais, je comprends. Donc, je me dis, voilà, il y a une réalité qui est le techno-cocon. Et il y a des choses qui vont se mettre en place, c'est sûr, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, et même dans cette génération-là, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a déjà des jeunes qui s'en foutent complètement de l'iPhone et qui font d'autres trucs, tu vois. Voilà. Fort heureusement. Et j'espère qu'ils regarderont Fight Club. De ce que je peux voir sur mon terrain professionnel, je dirais que c'est plutôt ceux qui ont des iPhones qui regardent Fight Club. Ouais, mais c'est le paradoxe, c'est ça qui est rigolo. Le cinéma, c'est un plaisir bourgeois. Ça. Joli. Ça me fait penser d'ailleurs, parce que du coup tu as abordé la question de tout à l'heure, mais je voulais refaire une question par rapport à ça. C'est pour moi il y a deux lectures possibles du film de Fight Club, enfin deux temps dans Fight Club, quoi. Donc il y a la toute première partie, donc que j'appelle la partie du Fight Club. Bon, alors là, clairement elle est lisible, elle est compréhensible. Il y a la création du Fight Club, il y a l'ouverture des consciences par rapport à la société de consommation, tout ce qui va avec. Puis il y a la deuxième partie du film qui est peut-être beaucoup plus difficile à lire par rapport à ça, justement, ce fameux projet chaos, entre guillemets, où là justement on a les crânes rasés, etc. Et est-ce qu'on est toujours dans une critique de la société de consommation dans cette partie-là du film, ou du livre d'ailleurs, parce que le projet chaos est dans les deux, ou est-ce qu'on est encore dans un autre système politique, dans une autre vision, dans une autre critique de la société, quoi? Bah ouais, on est dans la suite logique de ce que, dans la suite logique inhérente au film, tu vois. Dans la logique inhérente au film, c'est la suite logique du Fight Club, c'est-à-dire, tu sais, même, en fait, Tyler, il le dit à un moment, Brad Pitt, il dit à Edward Norton, au début, il y a le Fight Club, tu vois, c'est parce que, tu sais, quand il pose plein de questions, il dit, ouais, mais pourquoi tu m'as dépossédé du projet KO? Et en fait, tu dis, mais en fait, ça ne t'appartient pas, tu vois, Fight Club, c'était un truc, après, c'est devenu le projet KO, et maintenant, le Fight Club, c'est plus nous, et tu vois, c'est là où Norton, après, il se rend compte après qu'il y a des Fight Club dans toutes les villes, que tout le monde l'appelle monsieur, enfin, tu vois. Et donc c'est la suite logique, mais oui, on est moindre. Là, on a passé une étape peut-être de conscientisation, de machin. Ok, on veut pas ces sociétés de consommation, on veut s'en détacher, on veut retrouver notre part d'animalité, etc. Et après quoi, tu vois? Et après, eux, ils choisissent de détruire, tu vois. Le constructeur, le destructeur, c'est ça en fait, tu vois, le révolutionnaire. T'as les destructeurs et les constructeurs, et eux, ils choisissent de détruire. Et détruire, pourquoi? Peut-être parce que, tu vois, je pense que Tyler, à un moment, il le dit, tu sais, genre, je rêve que les ruines du Rockefeller Center soient recouvertes par la forêt, qu'on chasse les cerfs et qu'on fabrique des vêtements qui durent une vie et tout. Et lui, du coup, ça rejoint un courant politique qui est assez peu connu, qui s'appelle les animalistes, tu vois, qui veulent revenir à l'état primaire, c'est-à-dire avant l'électricité, avant tout ça. L'anarcho-primitivisme, au final. C'est ça, c'est les primitivistes, ouais. Et animaliste, c'est le mot américain, je crois, un truc comme ça. Ouais, les animalistes chez les Américains et chez les chez les Français. Je dis peut-être des conneries, mais je crois que j'ai lu ça quelque part. En fait, on a récupéré l'article Wikipédia pour la première émission, et du coup, en France, c'est l'anarcho-primitivisme, et aux États-Unis, l'animalisme. Et en fait, il s'avère que j'ai rencontré des primitivistes, enfin bon, bref, dans les pérégrinations militantes sur Caen, enfin, c'est vrai. Et c'est des mecs un peu, voilà, tu vois. Et donc, peut-être que la lecture politique du projet KO, en tout cas plus du Fight Club, mais du projet KO, il est là. Après, il y a aussi la fin du film, qui dit autre chose. Qui est encore, pour moi, encore un troisième temps. Un troisième temps, peut-être. Bah tiens, je vais poser la question en même temps, parce que du coup, ça va être sur la lancée de ce que tu vas dire, à mon avis, mais est-ce que sur la fin du film, on est toujours sur l'anarcho-primitivisme ou sur du nihilisme? Alors, zone spoiler. On est sur autre chose, tu vois.
la fin du film, t'as, à mon sens, tu vois, en fait, on peut le dire, tu sais, Norton il est schizophrène, Brad Pitt c'est son double, tout le monde l'a vu. Soyons francs que la plupart des gens qui vont écouter l'émission auront, à mon avis, déjà vu le film. Ok. Et donc voilà, donc il se tire une balle dans la bouche pour simuler à son cerveau un suicide et faire en sorte que son double, tu vois, disparaisse. Et à mon sens, Edward Norton c'est celui qui essaye de fabriquer. Et Brad Pitt, c'est celui qui essaie de détruire. Et en fait, mais dans la BD, on le retrouve un peu, ça d'ailleurs. Oui, complètement d'ailleurs. Et tu vois, il essaie de fabriquer une famille et tout, et t'as son pote double imaginaire qui revient pour lui briser son rêve, etc. Enfin, tu vois. Et à mon sens, c'est ça, sa schizophrénie en fait. Mais c'est parce que je crois qu'on a tous cette ambivalence. Alors lui, c'est fou parce qu'il voit carrément un ami imaginaire, etc. Enfin, tu vois, ça se retranscrit comme ça parce que faut aller jusqu'au bout du délire. Mais on a tous ce truc de ouais, tu vois, quand tu te déclares révolutionnaire à 15 ans et qu'on me dit ouais, mais après tu fais quoi? Je dis ouais, mais je m'en fous moi. On fait tout péter. Tu vois. Et quand tu vieillis, tu deviens plus sage, tu fais oui, alors tu vois, il y a une situation révolutionnaire, enfin tu vois, et peut-être qu'il y a un état transitif vers un modèle où les peuples n'ont plus besoin de dirigeants, tu vois, et voilà, et c'est ce que fait en fait Norton, à mon sens, si on parle que de la politique, tu vois, de la philosophie politique, et pas la charge psychologique ou je sais pas quoi. Si on parle que de philosophie politique, c'est ce qui fait en se tirant une balle dans la bouche. Et je sais pas, enfin, pour ceux qui s'en souviennent, du coup, le film il se termine sur l'image de lui avec, tu sais, la bouche déglingue, Marla dans un bras, il regarde les bombes exploser et donc du coup les centres bancaires se détruire. Et eux-mêmes sont dans un centre bancaire qui ne se détruit pas du coup. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, du coup, il y a une espèce de symbole de tu vois, il reste toujours quelque chose de la société, finalement. Et en plus, peut-être que détruire des centres bancaires, ça va pas faire s'écrouler la société. Mais aussi, alors eux sont dans cette posture-là, Norton et Helena Bonham Carter. Mais on sait aussi qu'il y a d'autres Fight Club dans tous les pays, tu vois, et aux États-Unis, dans toutes les grandes villes, etc. Et que sûrement, il y a d'autres projets KO. Et tu vois, il y a toute la place de ce que tu peux imaginer, toi, en tant que spectateur, et te dire, mais attends, qu'est-ce que ça devient? Parce que là, on le suit par le prisme d'Edward Norton, mais en vrai, c'est plus grand que lui, tu vois. Ouais, voilà. Je comprends parfaitement. Ouais. L'idée survit aux individus, quoi. Voilà. Mais alors, du coup, pour juste revenir sur la question du nihilisme et de l'anarcho-primitivisme, alors là, je suis complètement d'accord avec ta lecture du coup que tu as fait de l'œuvre de façon générale. Mais qu'est-ce qu'a voulu dire l'auteur, tu vois? Parce que l'auteur, il se contredit à un moment donné, quoi. C'est-à-dire que dans l'œuvre de base... Palahniuk, tu veux dire? Ouais, Palahniuk, ouais. Il dit clairement, voilà, le passage que tu as cité de Tyler, c'est clairement de l'anarcho-primitivisme. Il n'y a pas besoin de discuter, je pense, là-dessus. Ça y ressemble, ça colle parfaitement à la définition quasiment mot pour mot, quoi. Ouais. Et après, dans la bande dessinée, dans Fight Club 2, il dit justement que non, en fait, Tyler n'est pas un anarchiste primitiviste, c'est plutôt un nihiliste révolutionnaire. Alors du coup, comment on se retrouve par rapport à ces deux discours-là? Je pense qu'il est les deux, en fait, parce que, je sais pas si tu te souviens, mais Tyler, il dit ça à Norton après l'accident de voiture, donc tu sais, en mode confession, tu vois, donc il le dit à lui-même, tu vois. Lui, c'est son rêve, tu vois, de société, mais sa façon d'être politique, c'est le nihilisme révolutionnaire. Ça, je suis d'accord, tu vois. Tu vois ce que tu... Ouais, je vois la nuance. Je sais pas si je suis très clair, en fait. Alors, moi, je la comprends, et par contre, à mon avis, il faut que tu la réexpliques. Ouais, okay. Donc, je pense que lui, l'anarcho-primitivisme, c'est à revenir à l'état naturel, etc. Voilà, en tant que chasseur-cueilleur, peut-être, tu vois. C'est son rêve à lui, mais il l'exprime pas avec les autres membres du projet KO, parce que ce qu'il dit sur la citation que je donnais tout à l'heure, ce qu'il dit, il se le dit à lui-même dans une chambre noire, tu vois. Ouais, je vois très bien. Jamais il prend un mégaphone pour gueuler sur des mecs. Faut qu'on fabrique des vêtements qui durent une vie et que. Donc, tu vois. Et par contre, ouais, sa situation politique, c'est-à-dire comment il fait lui de la politique, c'est clairement du nihilisme révolutionnaire, c'est-à-dire tout péter, peu importe les conséquences. Et on verra ce qu'on rebâtit dessus. Et après, lui, il a son utopie à lui, qui est, pour moi, voilà, un anarchisme primitif, tu vois. Ouais, en gros, si on part par là, en gros, l'anarcho-primitivisme chez Tyler, c'est son idéal. La manière de faire, c'est le nihilisme révolutionnaire, quoi. Voilà, je pense que c'est ça. Tu sais, la différence entre utopie positive et situation politique. Et moyen d'action, ouais. Ok. Et ben, du coup, on va arriver sur la fin de cette première partie. Donc, on va passer Psycho Boy Jack. Je crois. Deuxième partie. Ouais. Autant pour moi. Merci. On va passer Psycho Boy Jack des Dust Brothers, donc qui est dans la BO du coup du film Fight Club, et qui est trop bien, qui est une superbe musique. Ouais.
Et de retour sur Question de point de vue, l'émission qui parle de contre-culture, des alternatives citoyennes, de toutes ces petites choses du quotidien que l'on voit ou que l'on ne voit pas. Et on est sur notre mois spécial Fight Club, à la partie interview, et nous attaquons la dernière partie de cette interview avec Quentin Duval sur toutes les petites questions polémiques qu'il y a autour de Fight Club. Donc la première question que je vais te poser, c'est comment perçois-tu la place de la femme dans Fight Club ? C'est pas très compliqué d'y répondre. En fait, tu vois, il y a une femme, enfin, en termes de représentation, en tout cas, tu vois, il y a une femme, c'est Marla. Ouais. Tu vois, les autres, on n'en parle pas. Je crois même d'ailleurs que parmi les figurants, on n'en voit quasiment pas. Je crois qu'il y en a pas. Même quand ils se déplacent dans la rue et tout ? Si, oui, peut-être dans l'aéroport, enfin, tu vois, dans les premières scènes, mais en fait, à partir du Fight Club, je crois qu'il y en a plus. Mais il faudrait vérifier, mais tu vois, mais je crois que c'est un truc qui m'avait posé question, tu vois. Et tu sais, je crois que quand il fait son métier d'assurance et tout, tu vois des femmes, mais après t'en vois plus. Donc, en termes de représentation, t'as Marla, qui est son amante, en fait, tu vois, qui rencontre dans un groupe de soutien au cancer des testicules, c'est assez cocasse, tu vois. Et donc qui devient par la suite son amante, puis son amoureuse, etc. Et donc du coup la place qu'elle a, elle, c'est un peu... Alors ça c'est plus compliqué que la représentation, c'est que il y a beaucoup on en parlait, il y a beaucoup de gens qui voient en Fight Club un truc misogyne parce que justement il y a la représentation des femmes est quasi inexistante. Et Marla est pas forcément quelqu'un de, tu vois, de bien ou même de très malin. Enfin, tu sais, voilà. Et ça, alors, moi, je peux comprendre cette analyse. Moi, j'en fais une autre, tu vois. C'est que, comment dire. En fait, l'esthétique de Fight Club, elle est clairement viriliste, mais elle est pas misogyne, tu vois. Okay. Ce qui est pas la même chose, à mon sens. Après, je vais me faire hurler dessus, peut-être, tu vois. Ouais, tes risques et périls, hein. C'est ça. Après tout, on est sur Radio Pulse. Voilà, voilà. Et je pense que je pense que ça, c'est aussi parce que ça correspond à un standard, tu vois, et que ce standard il est utilisé à dessein, tu vois, et que c'est pas juste gratos, je mec des mecs, etc. Parce que moi, soit Chuck Palahniuk, soit David Fincher, tu vois, j'aime pas les femmes et je trouve qu'elles ont pas leur place dans la révolution, etc. Et je crois pas que ça soit ça. Parce que justement, tu me parlais de Monstre Invisible que moi j'ai pas lu, mais qui met en scène des femmes, qui racontent la même histoire de Fight Club, mais qui met en scêne des femmes. Donc déjà, je pense que le propos de l'auteur c'est pas ça, et c'est pas juste gratos. Je pense que ça correspond à un standard enfin, tu sais, je sais pas comment te dire. En fait, le seul personnage qui rentre pas dans le projet KO, c'est Marla. Et eux, au final, il est quand même extrêmement lié, quoi. Bah oui, elle est liée, mais tu vois, c'est la seule qui est un peu douée de raison dans l'histoire. Tous les autres, ils sont complètement barrés, tu vois. Ils se rasent le crâne, ils font des pompes, ils creusent des trous, tu vois, enfin, et t'as juste elle qui déambule au milieu de ça et qui fait... et en fait, il y a beaucoup de gens qui disent que ce personnage, c'est un personnage misogyne parce que, en gros, elle tire Tyler, elle retire de la révolution, tu vois, elle joue le rôle de la brise, tu vois, de l'empêcher de tourner en rond, etc. Sauf qu'en fait, c'est pas ça, c'est juste quelqu'un qui voit des gens malades et qui essaie de les aider, tu vois, et qui essaie de les ramener vers la raison. Alors, on peut la voir comme, entre guillemets, une casse-couille, tu vois, mais en fait, non, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il y a un truc qui tourne pas rond au pays des fous et qu'à un moment... faut prendre les choses en main, et en plus elle est emmourachée de ce mec, tu vois. Ouais. Et en vrai c'est un amour sincère, bon elle est un peu star, mais elle est un peu bizarre, mais tu vois, c'est un amour sincère, c'est un vrai truc qui est en train de se passer, et en même temps elle le voit complètement vriller, tu sais, pour elle, vu qu'elle voit pas le double, enfin tu vois, il est complètement cyclotimique, il fait n'importe quoi, c'est un jour c'est le Don Juan, l'autre jour c'est un mec cassant, cynique, distant, enfin tu vois. Et donc voilà, et je crois pas que ça soit juste un prétexte à montrer une nana qui l'empêche de faire sa révolution tranquille dans son coin. En fait, ça raconte une vraie histoire d'amour, tu vois. Voilà, moi c'est ce que je pense, mais aussi parce que dans le livre, je trouve que c'est plus présent ça. Ouais. Peut-être que alors le film, peut-être que l'esthétique viriliste l'emporte là-dessus, et du coup le personnage féminin passe complètement à la trappe, etc. Et peut-être. Mais je trouve que Bonhomme Carter a fait bien le rôle, donc enfin tu vois. Mais c'est parce que je l'ai vu, je sais pas, 70 fois aussi. Mais alors c'est une question que j'avais pas prévue, mais qui me fait tilt là directement maintenant parce qu'on en parlait notamment avec Simon l'autre jour, c'est qu'effectivement il y a pour moi vraiment autant sur la critique de la société de consommation, le discours politique et sociétal, le livre comme le film sont très raccords. Autant sur les thèmes qui sont sous-jacents, notamment la place de la femme et compagnie, il y a clairement une distinction, quoi. Ouais. Clairement dans le livre, c'est beaucoup plus nuancé, c'est beaucoup mieux amené, entre guillemets, et notamment dans la bande dessinée Fight Club 2, où là, clairement, la femme a un rôle clairement différent que dans Fight Club. Quasiment le rôle principal, en fait. Ouais, exactement. Ouais. Tandis que dans le film, c'est vrai qu'il y a David Fincher, c'est vraiment concentré sur la partie
Homme, Ouais. est-ce que c'est un choix du réalisateur de faire comme ça ou... Je pense que enfin, déjà, tu sais, faire un film, c'est compliqué. Faire un film à partir d'un livre, ça l'est encore plus. Parce qu'un livre raconte plus de choses qu'un film, évidemment, il prend plus le temps, tu vois. Et alors, je lui trouve pas d'excuses et tout, hein, tu vois. Ouais. Et je pense qu'en fait, c'est un parti pris, c'est que, en fait, ce qu'il a voulu raconter de Fight Club, c'est la charge politique. Et la charge punk, en fait, tu vois. Il voulait faire un film punk, et il l'a dit, en fait. Tu vois, il voulait faire un film punk sur concession violente, brutale. Voilà, c'est à peu près ces mots. Et voilà, après, il y a aussi un processus de production qu'on connaît pas. Et peut-être qu'il a voulu faire d'autres choses qu'on ne l'a pas laissé faire. Alors, c'est un peu compliqué de dire ça parce que Fincher fait un peu ce qu'il veut, tu vois, un peu comme Nolan et tout. Enfin, c'est des mecs qui sont quand même. Mais c'est possible aussi, et ça, on le sait pas. Et ça, il s'est pas trop exprimé sur le sujet. Après, je pense que, voilà, si c'est pas exprimé sur le sujet, c'est peut-être que ça existe pas. Mais en tout cas, si on n'est pas à l'abri que ça soit passé comme ça, tu vois. Et voilà. Après, ouais, moi, je comprends cette critique, tu vois. Je la comprends, je la conçois, je m'engueule pas du tout avec les gens qui me disent ça. Je dis ouais, c'est vrai, c'est un film à l'esthétique viriliste, y a pas de problème. C'est vrai, ça veut pas dire que c'est un mauvais film, tu vois. C'est peut-être un film qui se gourre sur la représentation des femmes, qui se gourre sur ce que ça raconte de l'histoire entre Marla. Voilà, c'est pas un film parfait, tu vois. Et voilà, c'est aussi un film américain. C'est vrai. Mais du coup, ce qui est un peu dommage, c'est que on sent que David Fincher, il a quand même perçu cette partie-là de l'histoire des Fight Club, parce qu'il garde quand même bien la citation de départ du... Il y a un adage qui dit qu'on fait du mal à ceux qu'on aime, il oublie de dire qu'on aime ceux qui nous font du mal, qui est clairement très bien développé dans le livre. Et en fait, dans le film, on a l'impression qu'il y a juste la citation de démarrage, l'apparition de Marla et la fin, quoi. Et entre les deux, c'est pas développé, quoi. Je pense que c'est aussi... Enfin, après, ouais, je suis en train de descendre le film et les réalisateurs. Je pense que c'est une astuce pratique pour raconter une histoire. C'est-à-dire que l'histoire doit avoir une fin. C'est lui qui l'a choisi parce qu'elle n'existe pas comme ça dans le livre. Non, effectivement, elle est complètement différente. Donc c'est un ressort scénaristique pour dire voilà, on introduit le personnage de Marla parce qu'il va servir à la fin, en fait, tout simplement. Et que au milieu, c'est vrai que tu vois, à part les scènes un peu vulgaires de cul et de tu vois, il y a pas grand chose qui se passe. Alors si elle a quand même des très bonnes répliques, elle a une personnalité quand même super forte. Tu vois, dans la première partie où on la découvre, c'est-à-dire c'est dans les réunions et tout machin, quand t'es sur des fringues à la laverie, qui traverse la rue sans regarder et tout. Tu vois, elle respire le charisme en plus à ce moment-là. Ah ouais, c'est clair. Et puis elle en impose et tout. Et puis Bonham Carter, c'est une sacrée actrice, tu vois. Enfin, donc elle fait bien le truc. Et c'est vrai qu'il y a un moment dans le film, à partir du projet KO et tout, où elle s'efface. Mais elle s'efface aussi, peut-être que ça a du sens dans l'histoire. C'est-à-dire que là, elle se tire de la maison, en fait. Elle dit ouais, c'est bon, tu vois. Là, vous êtes complètement devenu barré, tu vois. Alors elle revient de temps en temps, enfin, tu vois. Et puis elle réapparaît à la fin du film parce que aussi le projet KO voit Marla comme une briseuse de révolution. Ouais, c'est vrai. Et qu'ils doivent la canaliser, il la fout dans un bus, il lui dit ouais, tire-toi, et en fait le bus il est conduit par les membres du projet KO, enfin tu vois. Et là elle revient, et en fait et tu te dis ouais, peut-être qu'en fait c'est pour elle qu'il fait disparaître Tyler, et que finalement il revient entre guillemets la raison, parce qu'en fait il est toujours complètement taré, tu vois, mais voilà. Et ben alors justement, ça me permet de renchaîner. Qu'est-ce que tu penses de l'histoire d'amour qu'il y a dans Fight Club ? Parce que Chuck Palahniuk, il le dit dans un interview d'ailleurs, il le dit mot pour mot. Voilà, Fight Club c'est une œuvre politique, mais qui a aussi une histoire d'amour, qui est bien plus développée d'ailleurs dans le livre, comme on l'a dit. Et d'ailleurs dans Fight Club 2, cette histoire d'amour-là, c'est carrément la trame scénaristique, quoi. Donc, ouais, carrément. Ouais. Donc comment tu perçois cette histoire d'amour-là dans Fight Club ? Enfin, pour toi, qu'est-ce qu'elle raconte ? Qu'est-ce qu'elle peut inspirer ? Est-ce qu'elle est liée Les deux, ouais. Fight Club 1 et 2, quoi. Et on va peut-être dégager le film d'ailleurs par rapport à ça, parce que je trouve que le livre et la bande dessinée abordent mieux la question. Ouais, c'est clair. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, je reconnais. Que j'en pense. J'en pense que Palahniuk, c'est pas un mec très heureux avec les femmes, a priori, tu vois. Et que je pense que les femmes sont pas très heureuses avec lui, qui s'en rendent compte, tu vois. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois le truc. Et en fait, lui, apparemment, Palahniuk, quand tu te renseignes un peu sur lui, il a une vie un peu décousue. Il a eu 1500 nanas. Enfin, tu vois. Et je pense que lui, il est dans un rapport comme ça de un couple, ça peut pas être simple. Tu vois, il y a pas d'amour facile. Il y a pas de, tu vois. Et que l'homme et la femme sont très différents. Alors, à ce truc-là, on peut parler peut-être de misogynie ordinaire, j'en sais rien, enfin tu vois. Mais il s'avère que dans Fight Club 2, par exemple, le personnage masculin n'est pas du tout mieux valorisé que le personnage féminin. Ah non, clairement. Les femmes ont le meilleur rôle. Ouais, c'est clair. Et qui ont un rôle. Et ouais,
surtout dans Fight Club 2, tu vois, c'est assez présent, quoi. Et oui, je crois que lui, il croit à l'amour parce qu'il y a toujours à la fin l'amour qui subsiste, mais que ces relations-là, elles peuvent pas être saines, tu vois. Il croit pas, je crois que c'est un mec qui croit pas à l'amour sain et qui essaie de montrer ça, tout simplement, tu vois. Ok. Enfin, voilà. Mais même avec, tu sais, parce qu'on peut dire, on spoil un peu, on s'en fout. Oui, non, Avec le 2, ils ont un enfant, et même les relations avec l'enfant, et enfin, tu vois, il y a pas d'amour simple, tu vois. Non, et l'enfant, enfin, tu vois. Et puis c'est très drôle d'ailleurs dans Fight Club 2, Marla trompe Tyler avec Tyler, entre guillemets, quoi. Bah C'est intéressant comme alors rapport. ça c'est marrant parce que oui, elle fait. Quand on en a marre de son tocard de Mario, en gros, elle le force à redevenir schizophrène, entre guillemets, tu vois, et à rappeler son autre personnalité. Et lui, il aime pas ça, parce qu'il se sent trompé. Et puis dépossédé de sa personne, quoi. C'est assez marrant. Et dernière partie, toute dernière question du coup de l'émission, c'est est-ce qu'il y a une dimension spirituelle dans Fight Club ? Et s'il y a une dimension spirituelle, qu'est-ce qu'elle raconte, cette dimension spirituelle ? Est-ce que Tyler incarne un gourou, entre guillemets, nihiliste, qui doit guider, entre guillemets, les gens perdus dans la société de consommation ? Ou est-ce qu'au contraire, Tyler serait plutôt un guide bienveillant qui a pour but d'ouvrir les consciences, quoi ? Ou un mélange des deux. Ouais, moi, c'est plutôt mon avis. Ouais, j'ai envie de dire les deux, tu vois. Alors après, spiritualité, ça dépend ça dépend ce qu'on entend, de ce qu'on met derrière le mot. Mais ça dépend toujours ce qu'on met derrière les mots, tu vas me dire. Mais ça dépend ce qu'on met derrière le mot. Sur l'histoire du gourou, moi j'ai envie de dire comme toi, les deux. C'est-à-dire que c'est un mec qui, au départ, mais c'est un mec qui change aussi. Tu vois, c'est un mec qui évolue dans son processus politique, tu vois. Donc au départ, c'est juste le gars qui va aller choper un épicier chinois et qui va lui braquer une arme sur la tête en lui disant il faut que tu deviennes vétérinaire pour ouvrir les consciences, montrer qu'il ira jusqu'au bout, etc. Tu vois, ou qui se laisse percuter par un camion, enfin il est d'ailleurs pas percuté, mais il se laisse glisser sur l'autoroute parce que tu vois, je sais pas quoi, on s'en fout de ce qui se passe, on est remplaçable, tu vois, il y a plus d'ego, plus de machin, plus de trucs. Et il est à la fois un espèce de gourou tyrannique, tu sais, genre les mecs qui creusent, pas lui, et il a son mégaphone, il leur gueule dessus, vous êtes la merde de ce monde, prête à servir à tout. Donc il a cette espèce d'ambivalence, tu sais, peut-être que ce que montre Palahniuk, parce que dans le livre c'est un peu montré différemment, tu vois. C'est un peu plus nuancé encore. C'est un peu plus nuancé, mais ce que montre Palahniuk et Fincher, c'est que même lui, en fait, enfin tu vois, qui veut pas le pouvoir, qui veut plus d'ego, qui veut plus de machin. Mais lui, en fait, il en a un peu, tu vois, sur les participants du projet KO. C'est lui qui choisit qui rentre, qui sort, etc. Tu vois. Et d'ailleurs, pas que, parce qu'après, il délègue ça. Il y a un système de turnover quand même sur les entrées. Ouais, non, c'est vrai. Mais tu vois, au départ, c'est un peu comme ça. Et puis lui, tu le vois jamais mettre vraiment la main à la pâte. Lui, en fait, il fait le même métier qu'avant. Il est VRP, c'est-à-dire qu'il va dans les autres villes en avion pour recruter des types et tout. Et donc il a un petit peu ce rôle de, tu sais, tout le monde le respecte, il l'appelle monsieur, machin, un truc, tu vois, il y a des scènes assez marquantes là-dessus, quoi. Et donc peut-être ce qu'il montre, c'est que même lui, qui veut plus de tout ça, quand t'as un peu de pouvoir, tu vois, t'es facilement dans l'ego, quoi. Ouais, je comprends. Après, l'autre part de la spiritualité, c'est Dieu, tu vois, Dieu catholique, tu vois, Dieu en tout cas monothéiste. D'ailleurs, donc il parle beaucoup. C'est pour ça que je parlais aussi de la dimension spirituelle, parce qu'il y a beaucoup d'évocations à la religion, à Dieu, notamment la scène de violence, notamment avec l'acide nitrique sur la main, où il dit on n'est pas. C'est de la soude, mais. Oui, c'est de la soude, autant pour moi. Ouais. C'est Dieu. Si Dieu nous avait voulu, si Dieu nous aimait, il nous laisserait pas dans cette galère-là, pour le dire très caricaturalement. Il y a un truc que je trouve très fin d'ailleurs, c'est. On est les fils reniés de Dieu, tant mieux, on n'a pas besoin de lui. Et en fait, ça laisse la part à ce que... Parce que moi, ça me parle, parce que c'est un peu ma spiritualité. C'est que c'est pas un film qui dit Dieu n'existe pas, tu sais... loin de là. Et qui dit, si Dieu existe, ok, mais on s'en fout. Tu vois, genre, on n'a pas besoin de lui, on mettra pas le genou à terre, on se laissera pas avoir par ces trucs-là, tu vois. Et qu'on va faire notre propre chemin parce qu'on a le libre arbitre, tu vois. Et je trouve ça hyper intéressant comme truc, enfin... Après, c'est peut-être devenu un gimmick, un cliché, un truc, tout ce que tu veux, mais quand t'as 16 piges et que tu regardes ça, et quand le film, qui plus est, sort en 99, tu vois, et qui dit ça, pour moi, cette phrase, au premier visionnage, j'ai fait « Oh !» tu vois. Ça m'a scotché, quoi. C'est vrai en fait, cette histoire. Et puis c'est vrai que c'est la dimension du film qui se rapproche le plus du marxisme, en plus, qui plus est. Hein. Quand ça. tu lis la religion et l'opium du peuple, enfin la partie, c'est la Sainte Famille, je crois, de Karl Marx qui évoque la religion comme étant l'opium du peuple. Et tout le discours de Tyler par rapport à Dieu est
allez, on va dire, si tu enlèves si tu mets le côté vulgaire et compagnie, quasiment mot pour mot ce que dit Karl Marx. Pas loin à ceci près peut-être que sinon c'est vrai. Non, c'est vrai parce que Karl Marx en fait il dit pas Dieu n'existe pas, il dit juste la religion c'est de la merde. Ah oui, clairement, c'est ce qu'il dit. Croyez ce que vous voulez, mais par contre votre église n'est pas la mienne, quoi. C'est ça. Et soyez matérialiste, quoi. Tu vois, genre c'est matérialiste, faut peut-être définir. Oui, c'est vrai parce que les gens vont pas comprendre sinon la distinction entre les deux matérialistes. Soyez matérialiste dans Fight Club, le matérialisme marxiste, c'est en gros occupez-vous de ce qui se passe là, de ce qui est prégnant sur vous. Et peut-être après vous aurez l'occasion de vous occuper de votre spiritualité et vos croyances en Dieu, etc. Mais en fait, ce qui compte, c'est le politique, tu vois, et la politique dans le sens grec, tu vois. Ce qui est politique, c'est-à-dire ce qui touche à la cité et donc à la vie ensemble et comment on vit ensemble heureux, en fait. Enfin, tu vois. Et donc du coup, oui, c'est ce que lui dit en fait, Brad Pitt à Edward Norton quand il a la main en train de brûler et que l'autre il essaie de s'évader, de méditer, c'est de rentrer dans un truc spirituel. Il dit non, tu vois, rentre pas dans un truc spirituel, vis ce que t'es en train de vivre là. Ta douleur est présente, elle est là, elle est pas ailleurs. Parce que c'est dans la vie qu'on souffre, c'est dans la mort qu'on souffre plus, tu vois. Et si tu veux changer les choses, il faut vivre, il faut pas mourir, tu vois. Ok, écoute Quentin, je te remercie parce que franchement, très bonne interview. Et puis du coup, on va clore cette émission et je tiens à rappeler du coup que l'émission passe le lundi soir entre 20h et 21h sur Radio Pulse 90 FM. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc tout ce qui est qdptv.radio, @Instagram, machin truc et compagnie. Bref, je vous laisse vous faire plaisir et on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Le synode Pibouin était un conclave para-religieux ayant lieu toutes les 5 années. La peur qu'il inspira fut proportionnelle aux bienfaits qu'il engendra. C'est toujours la religion du stup, ils n'ont pas évolué du tout. C'est encore la même chose. Moi j'en ai marre. Joël, approche-toi. Oh. Viens par ici. Oui? Mais croyais-tu sincèrement que la religion du stup pouvait s'éteindre? Mais non, maître, jamais je n'ai eu de telles pensées. Nos gens, ils sont décomplexés, calculateurs et diligents. Leur arrogance lui tel un astre malsain. Ils tracent leur chemin sans se soucier du bien commun. Les cosmocréas sont tous en passe de réussir. Nous les châtirons, mais il est trop tôt pour se réjouir. Unissons nos forces sans un ultime effort. Bâillonnons les hyènes qui prônent la loi du plus fort. Réunion des fidèles pour créer l'étincelle. Saluons nos confrères, commençons la prière. Réunion des fidèles pour créer l'étincelle. Saluons nos confrères, commençons la prière. La rancœur se propage, nous l'avons lu dans les nuages. Leur règne sans partage, nous en connaissons les rouages. Ils se sont servis des incultes. Les humains les ont cru, leur victoire sonne comme une insulte. Nous avons choisi la transe et nous connaissons nos droits. Vanité, possession, nous n'y croyons pas. Le groupe initial choisit la prose et l'hypnose. Bannir les chiens, telle est notre cause. Réunion des fidèles pour créer l'étincelle. Saluons nos confrères, commençons la prière. Réunion des fidèles pour créer l'étincelle. Saluons nos confrères, commençons la prière. La basta Stélia n'en a pas fini de souffrir. Nos divisions tuent, n'ayons pas à en rougir. Nous sommes différents, nos idées sont aux antipodes. Oui, nous les punirons, ils ne sont que gastéropodes. Ils partent en randonnée sans attendre les plus faibles. Ne respectent rien, ni le blé, ni le seigle. Tellement facile de faire appel aux bas instincts. Nous les traduirons au sein du synode Pibouin. Approche-toi. Pour créer l'étincelle. Saluons nos confrères, commençons la prière. Réunion des fidèles. Dis-tu sincèrement que la religion du stup pouvait s'éteindre? Non, maître. Ils disent qu'ils redistribueront, c'est ce qu'ils veulent te faire croire. Mais tu n'auras accès ni aux soins ni au savoir. Ils te reprocheront tes faiblesses, l'oisiveté. Ils te feront payer s'ils te surprennent à méditer. Nous les haïssons,
mais nous resterons de marbre. Nous les annihilerons par une seconde danse macabre. Nous serons tous prêts quand résonneront les cymbales. Le synode piboin scellera leur pierre tombale. Réunion des fidèles pour créer l'étincelle. Saluons nos confrères, commençons la prière. Réunion des fidèles pour créer l'étincelle. Commençons la prière. Organizganské,